Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle formation. Et aujourd'hui on attaque la Lidl Trek. On va revenir un petit peu sur l'année 2024 de cette équipe américaine, sur ce qui s'est passé en 2024 au niveau des grands résultats, la saison 2025 avec les coureurs à suivre, ou encore une fois l'effectif, les transferts, comme sur les autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, quels sont les coureurs que vous allez suivre en 2025 dans cette formation. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Je remercie les gens qui le font, et ça c'est seulement si vous avez les moyens. Et puis l'autre solution pour me soutenir, c'est de cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures, dès que vous voyez les vidéos, comme ça permet de les mettre en avant par YouTube et de faire grandir la chaîne. On commence tout de suite avec la vidéo du jour, la Lidl Trek. Alors la Lidl Trek déjà, est-ce que c'est un gros, c'est un petit budget? C'est plutôt parmi maintenant les gros budgets avec l'arrivée de l'entreprise allemande. Aux côtés de Trek, Lidl Trek, c'est 45 millions d'euros sur le site Ladbrokes en 2024. Donc 45 millions d'euros, on n'est pas encore au niveau de UAE ou de Visma, mais on y est quand même plus très loin. Et on était au-dessus de ce que pouvait proposer la Bora avant l'arrivée de Red Bull, encore une fois la Bahrain Victorious. Donc c'est vraiment une équipe qui a passé un gap l'année dernière en termes de budget, parce qu'avant elle était plutôt au niveau de la Groupama, et on va dire de ce que proposait la Decathlon, entre 25 et 30 millions d'euros. C'est vrai que là, il y a eu 15 millions d'euros supplémentaires avec l'arrivée de ce nouveau sponsor Lidl Trek. C'est vrai que l'année dernière, c'était la première saison complète de la Lidl Trek, parce qu'ils étaient arrivés en cours d'année avec le sponsor donc de cette société de hard discount allemand. L'année 2024, on a vu l'évolution dans les résultats avec des sprinters qui ont quand même été très efficaces, que ça soit à la fois Mats Pedersen ou Jonathan Milan, qui ont quand même enchaîné les victoires, notamment le Tour d'Allemagne où cette équipe a quand même largement dominé. On a également, il ne faudrait pas l'oublier, Thibaut Nys, le coureur belge, j'arrive toujours pas à prononcer correctement son nom, et Nys. Le coureur belge, et puis on a également Skelmose qui a fait quelques bons résultats du côté de cette équipe, et qui est toujours là, et qui est toujours un coureur qu'on suit du côté de Mathias Skelmose. Que dire de cette équipe qui a quand même eu des très très bons résultats cette année 2024? C'est qu'on a quand même une évolution assez dingue, même vraiment dingue en termes d'efficacité du côté de cette formation. C'est vrai qu'on a connu cette équipe à une époque qui n'avait pas les mêmes résultats, qui avait quand même des bons résultats, mais qui n'avait pas les mêmes résultats. Et c'est vrai que là, il y a quand même une domination. Le nombre de victoires a quand même largement augmenté, même s'il manque encore des victoires World Tour. C'est vrai, les résultats sur les grands tours ont quand même évolué, même si là encore on n'a pas encore la possibilité d'être performant sur les 3 grands tours du côté de la montagne, mais on sent que c'est quand même une équipe qui progresse et qui devient extrêmement dangereuse désormais sur plusieurs terrains. Le sprint, à la fois les classiques flandriennes aussi, avec Mats Pedersen, mais aussi, il ne faudrait pas le négliger quand même en montagne, quand on a un Ciccone ou encore un Skelmose, et même un Tao Geoghegan, même s'il a été très discret l'an dernier. C'est une équipe qui arrive à faire toujours des très très bonnes choses, et c'est vrai que 2024, il y a quand même une grosse évolution en termes de performance, même si c'est vrai que les recrues n'ont pas toujours très bien performé. Si on regarde attentivement, Geoghegan a eu du mal. On peut le dire aussi que Badjoli n'a pas été exceptionnel. C'est vrai que Carlos Verona, ça a été discret aussi, mais bon, Jonathan Milan a quand même été assez exceptionnel en termes de résultats, et on sent bien
que désormais on court quand même beaucoup plus pour Milan, notamment le prochain Tour de France, ça sera pour Jonathan Milan, alors que Pedersen fera Giro et Tour d'Espagne. Et oui, mais il paye son mauvais Tour de France, Mats Pedersen, très clairement, sur cette décision de l'équipe Lidl Trek. Que dire de plus du côté de la Lidl Trek? Ça fait... En fait, ils sont pas encore parmi les top teams. C'est-à-dire qu'ils sont devant. Il y a quand même encore, je dirais, Quick-Step qui arrive encore à être plus performant que dans certains secteurs. Vous avez, par exemple, les classiques ardennaises, malgré le fait qu'ils ont Skelmoseux, c'est pas encore un domaine où vous arrivez à être efficace sur ces classiques ardennaises. Mais en gros, ils sont juste en dessous des 4 grosses formations. Ils sont juste en dessous. Et même, je dirais que l'année dernière, ils étaient devant Ineos, par exemple. Pour moi, ils étaient devant Ineos en termes de qualité de saison. Donc ça fait partie de la 4e, 5e équipe aujourd'hui mondiale. Et je pense qu'en 2025, ils vont encore progresser dans cette hiérarchie. Et puis, ça va aller de plus en plus à rattraper leur retard par rapport aux équipes de tête, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une équipe qui est capable de matcher avec ces formations-là et même d'être meilleur au niveau du sprint, par exemple, qu'une équipe comme UAE ou qu'une équipe comme Visma. Aujourd'hui, je pense que Lidl Trek a vraiment une expertise au niveau du sprint et on l'a vu cette année sur le Tour d'Italie notamment. C'était un train qui était quand même bien en place. Bon, on regarde tout de suite les victoires de l'an dernier. Elles sont nombreuses, ces victoires l'an dernier. Elles sont au nombre de 43 normalement, parce que là on ne met que 42, mais je crois que des fois on met 43. Voilà, ça dépend des statistiques, de comment on compte les victoires. Bon, championnat d'Afrique du Sud contre la montre pour Ryan Gibbons. Mats Pedersen qui a remporté la 3e étape de l'étoile de Bessèges et qui faisait un grand début de saison. Jonathan Milan qui a remporté la 3e étape du Tour de la Communauté de Valence. Le championnat d'Afrique du Sud sur route également pour Ryan Gibbons. Mark Pedersen qui a enchaîné avec le général de l'étoile de Bessèges plus le prologue, l'étape 1 et l'étape 2 du Tour de la Provence en remportant également le classement général de cette épreuve. La 4e étape du Tirreno Adriatico, c'était pour Jonathan Milan. Skelmoseux remportait la 6e étape de Paris-Nice. Tirreno Adriatico pour Jonathan Milan. Mats Pedersen qui a remporté Gand-Wevelgem, Juan Pedro Lopez qui a remporté l'étape 3 et le général du Tour des Alpes, le Tour de Romandie, l'étape numéro 2 était remporté par Thibaut Nys, Jonathan Milan qui a remporté la 4e étape du Tour d'Italie, mais également la 11e et la 3e et la 13e étape, le Tour de Hongrie, le général et l'étape 3 et l'étape 4 pour Thibaut Nys. L'étape 1 du Tour de Norvège pour ce même Thibaut Nys, la première étape du Dauphiné pour Mats Pedersen, Thibaut Nys qui a remporté la 3e étape du Tour de Suisse, les championnats d'Érythrée du contre-la-montre pour Gebre Zabier, Tef Sassion remportait lui la course sur route, les championnats des Pays-Bas du contre-la-montre pour Dan Houle, Matthias Vachek remportait les championnats de République tchèque, le championnat du Danemark du contre-la-montre également pour Matthias Skelmoseux, Thibaut Nys qui a remporté l'étape 1, 3 et 6 du Tour de Pologne, et enfin la Bérésina. Enfin, plutôt l'inverse, la domination de cette équipe sur le Tour d'Allemagne avec le prologue pour Jonathan Milan avec l'étape 1, l'étape 2 pour Mats Pedersen, l'étape 3 pour Jonathan Milan et l'étape 4 et le général pour Mats Pedersen avant l'étape 1 et l'étape 3 du René Tour pour Jonathan Milan et Mats Pedersen sur l'étape numéro 2, ce qui fait donc 42 victoires. Si on compare aux années précédentes, c'est largement plus, c'est la meilleure année de cette formation. Par rapport à 2027, c'est 15 victoires en plus. Il y en avait 27 en 2023, 42 en 2024. Donc ça, c'est assez impressionnant. Le nombre de jours avant la première victoire, eh bien, c'est toujours une équipe qui gagne quand même très tôt. En gros, elle gagne quand même rarement plus tard qu'au mois de janvier. C'est quand même une équipe qui a toujours eu des résultats en janvier ou tout début février. Là, c'était même presque tard, 32 jours de course sur cette 3e étape de l'étoile de Bessèges pour Mats Pedersen. C'était plus tard parce qu'ils n'avaient pas gagné sur le Down Under, ils n'avaient pas gagné non plus sur le Tour de San Juan, mais Tour de San Juan qui n'est plus une course aussi importante que les années précédentes. Parmi
Alors le nombre de victoires, si on regarde, Lidl Trek, ils sont deuxième dans le classement derrière UAE en fait. C'est la deuxième équipe qui a le plus gagné, mais devant Soudal, devant Visma, devant la Decathlon également. Voilà, quand même 8 victoires en plus par rapport à la Soudal Quickstep qui est troisième, mais la moitié moins quasiment de victoires que la UAE. Du côté des autres informations, eh bien le nombre de vainqueurs différents du côté de la Lidl Trek, ils étaient 10. C'est-à-dire que c'est la 7e équipe dans le classement au niveau international du nombre de vainqueurs différents, ce qui veut dire qu'on a quand même été un peu dépendant des sprinters, traduction, qui ont amassé beaucoup de résultats. Il y a quand même 3 coureurs, on le voit, Thibaut Nice, vous avez également Pedersen et notre ami Jonathan Milan, voilà, qui ont remporté quand même, on peut dire, 90% des victoires de l'équipe et beaucoup de vainqueurs différents parce qu'il y a eu également les championnats nationaux, sinon ça aurait fait quand même beaucoup moins. On peut le voir. Et puis le nombre donc de vainqueurs différents, le nombre de victoires en World Tour, nous sommes au nombre de 15, c'est-à-dire qu'elle est 4e dans ce classement, derrière UAE, Visma et Alpecin. On regarde les nombres de points marqués au niveau Pro Cycling Stats. 7017, c'est là aussi la meilleure saison de cette formation depuis sa création. Il faut remonter à sa création en fait pour avoir une équipe qui avait marqué plus de points, car en 2011 c'était l'équipe Léopard Trek. Je rappelle qu'au départ c'était l'équipe d'Andy Schleck au tout début, pour ceux qui se souviennent. J'avais presque oublié que c'était l'équipe de Andy Schleck au tout début. Et puis les transferts pour cette équipe en 2025, eh bien on perd 3 coureurs. Tesfacion qui rejoint la Movistar et 2 retraités, Fabio Fellini et Dario Cataldo, qui s'est jamais vraiment remis de sa grosse chute sur le Tour de Catalogne. Et puis de l'autre côté, arrivé de Søren Kragh Andersen pour aider sur les classiques, et ça serait un coureur très dangereux. Lennart Kämna de la Red Bull Bora Hansgrohe, mais qui arrive un petit peu dans la même situation que l'année dernière, Tao Geoghegaard, c'est-à-dire avec très peu de jours de course dans les parts. Il n'a pas couru depuis Tirreno Adriatico. Lennart Kämna, il a 13 jours seulement dans les jambes. Voilà, il avait été renversé par une voiture à l'entraînement. Vous avez Timton Tuttenberg qui était dans l'équipe réserve de la Lidl, parce que c'était la première année en 2024 que cette formation avait une équipe réserve. Et puis Albert Philipsen, Albert Wiesen Philipsen, qui était chez Schening Cycling Academy. Le jeune coureur, mais déjà très talentueux, notamment en VTT. Alors l'effectif donc de cette équipe en 2025, la moyenne d'âge de cet effectif Lidl Trek est de 28 ans. 6, c'est l'effectif le plus âgé de World Tour. Et oui, on pourrait le croire, c'est assez surprenant. Du côté de cette formation, on n'aurait pas l'impression comme ça que la Lidl Trek a l'effectif le plus âgé. Et pourtant, ils ont presque l'un des coureurs les plus jeunes du World Tour, avec Albert Philipsen. Mais ils ont également quasiment l'un des plus âgés, avec Bauke Mollema, 38 ans. Dans cet effectif composé de 30 coureurs, vous avez 2 coureurs qui ont 35 ans et plus, Tim de Klerk et Bauke Mollema. Et quand même 16 coureurs qui ont 30 ans ou plus. Et oui, c'est pour ça que cet effectif n'est pas très jeune. Alors à l'inverse, eh bien, on a 6-7 coureurs qui ont moins de 25 ans, Skiel Moseux, Jonathan Milan, Quinn Simons, Matthias Vachek, Timton Tuttenberg, Thibaut Nice et Albert Philipsen. Fait que c'est quand même un effectif vieillissant, même si l'avantage c'est que les têtes d'affiche sont plutôt jeunes. Skiel Moseux, Ciccone vient à peine d'avoir 30 ans, Geoghegaard à 29, donc voilà, Pedersen, Milan sont encore assez jeunes, mais c'est vrai que vous avez beaucoup d'équipiers, et quand même Jasper Stuyven et Bauke Mollema, qui ont quand même passé un petit peu l'âge où on peut commencer à avoir une petite baisse de performance, et Bauke Mollema, c'est quand même plus le Bauke Mollema qu'on a connu il y a 4-5 ans. On sent que le poids des ans commence à se faire sentir
pour le néerlandais, mais l'avantage c'est qu'on a quand même des têtes d'affiche qui sont plutôt jeunes, et puis ça veut dire que c'est un effectif qui a de l'expérience aussi, et l'expérience dans le cyclisme ça compte énormément aussi, donc c'est pas un effectif qui va se faire avoir par exemple, ce qui pourrait être le cas d'une équipe un petit peu plus jeune, et ça veut dire que c'est plutôt un effectif qui a quand même la maîtrise des choses du côté de la Lidl Trek. On est au maximum de ce qu'on peut avoir en World Tour avec 30 coureurs également. Donc on a vraiment mis le maximum là-dessus. Bon, on regarde tout de suite les coureurs à suivre et on commence avec Jonathan Milan. Jonathan Milan parce que c'est un coureur qui a quand même fait une grande saison en 2024 et c'était pas assuré d'office. Pourquoi? Parce qu'il devait changer de poisson pilote avec l'arrivée de Simone Consoni, sauf que c'était deux coureurs qui ne connaissaient pas la Lidl Trek, donc on ne savait pas trop comment ça allait se passer, il perdait Pasqualone, et puis parce qu'il avait aussi ce programme comme Ghana, à la fois route et Jeux Olympiques sur piste, et on sait que c'est pas toujours facile à gérer, sauf que lui, sur la route, ça lui a pas posé de problème du tout à Jonathan Milan, et notamment ce début de saison, avec 2 victoires sur Tirreno, une victoire sur le Tour de la Communauté de Valence, et puis surtout ce Giro, où il remporte le classement de meilleur sprinter, enfin le classement par points pour la 2e année d'affilée, en remportant 3 sprints, contrairement à l'année d'avant, où il n'avait remporté qu'une seule victoire, mais où il avait été très régulier, et cette régularité a payé face à Tim Merlier qui pourra également s'en vouloir d'un déclassement qui lui a coûté très cher, notamment dans ce classement. Et puis après les Jeux Olympiques, il a continué à enchaîner les victoires, notamment sur le Rallye Tour, notamment sur le Tour d'Allemagne. La seule déception, on pourrait dire, c'est le championnat d'Europe, où il n'a pas réussi à aller chercher un bon résultat, seulement 13e sur cette course, mais sinon c'est une très grande année pour Milan. Et encore une fois, l'arrivée sur le Tour de France, où il sera attendu, mais également on va essayer de le voir sur les classiques flandriennes, où là aussi il y a peut-être quelque chose à tenter. Paris-Roubaix, à travers la Flandre, Gand-Wevelgem notamment, et puis il a le profil pour aller gagner Milan-San Remo. Quand même, parce que vu comment il passe ses bosses, Jonathan Milan, pour ceux qui se souviennent de la Crow Race il y a 2 ans, le Poggio, ça va peut-être pas lui faire si peur que ça quand même à Jonathan Milan. Donc c'est un coureur c'est un des sprinters, c'est un sprinter qui est hyper polyvalent, il passe super bien les bosses. C'est aussi un atout pour un contre-la-montre par équipe, parce qu'avec ses talents de poursuiteur, c'est un coureur qui est hyper dangereux, Milan. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont 2 coureurs avec Mats Pedersen qui ont quasiment le même profil. La seule différence, c'est que Pedersen a plus de résultats sur les classiques flandriennes que Jonathan Milan, mais ils ont 2 profils qui sont similaires, ce qui fait qu'ils peuvent rarement les mettre l'un avec l'autre. Alors là, ils vont tenter sur les classiques flandriennes, mais c'est vrai qu'en gros, ils ne peuvent pas les mettre ensemble. C'est un peu le défaut, c'est que soit ils ont Milan, soit ils ont Pedersen, ils peuvent pas avoir les 2 ensemble, ou soit il faudrait que l'un se mette au service de l'autre sur des courses qui pourraient quand même emporter, donc ça pourrait créer des soucis de relation. On voit quand même que Trek a décidé cette année de vraiment confier les clés du camion à Jonathan Milan, et que Mats Pedersen, il doit se contenter des restes. Alors les restes sont jolis, Giro et Vuelta, mais on sent quand même que voilà, il y a une différence par rapport aux années précédentes où c'était Mats Pedersen qui avait l'avantage en 2024, Milan qui devait faire les autres courses. Mais il faut quand même se dire également que le Tour de France de Mats Pedersen n'a pas été bon et que le Tour d'Italie de Jonathan Milan, lui, a été excellent. C'est ce qui fait également les petites différences. Deuxième coureur à suivre, Mats Pedersen. Déjà parce que moi j'aimerais que Mats Pedersen gagne soit Paris-Roubaix, soit le Tour des Flandres. Qu'il arrive à battre un petit peu l'hégémonie qu'a Alpecin sur ces classiques-là. Mais aussi parce que l'année 2024 a quand même pour moi été réussie, sauf son Tour de France, où c'est vrai que là, ça a été, on va dire, la déception. Ce Tour de France, où il tombe assez tôt dans la course et il n'a jamais réussi à s'en remettre. Parce qu'il va participer seulement pour la 4e fois au Giro et seulement pour la 2e fois sur la Vuelta. Et oui, c'est pas un mec qui a été souvent sur ces épreuves-là. Alors il a 1 victoire d'étape sur le Giro, 2 sur le Tour de France et 3 sur la Vuelta.
Donc il a déjà gagné sur les 3 grands tours, mais c'est vrai que ça va être un peu différent quand même de d'habitude. Et je me dis qu'il peut vraiment avoir un gros pic de forme, lui, en enchaînant, enfin voilà, sur la fin du mois d'avril, et que ça peut être vraiment très bien pour lui, et que le début du Tour d'Italie peut aussi lui convenir, avec des étapes qui seront parfois un petit peu casse-pattes du côté de l'Albanie. Donc c'est un coureur qu'on va suivre, bien entendu, Pedersen. Et puis il y a quand même une petite guéguerre en interne entre les deux, potentiellement au niveau des résultats. Donc on va voir comment ça va se passer pour la deuxième année. Et puis c'est un coureur qui est en fin de contrat, Mats Pedersen. Voilà, il est en fin de contrat avec la Lidl. Il est dans l'équipe depuis 2017. En World Tour, il n'a été que dans cette formation-là. Donc on va voir si là aussi, il ne va pas y avoir une envie d'aller voir ailleurs. Et je peux vous dire que Mats Pedersen, sur le marché des transferts, il va être très très courtisé. Donc ça serait bien que Lidl arrive à renouveler son contrat 8, mais c'est vrai qu'avec Jonathan Milan en même temps, lui doit se dire j'ai peut-être plus intérêt à changer de formation. Pourquoi pas aller chez Jaiko Alula, par exemple, parce que bon, il y a de la place dans cet effectif-là, où là il y aurait un vrai complément entre lui et Groenewegen. Mais sur les classiques, il serait moins bien entouré. Mais voilà, c'est un coureur qui peut intéresser beaucoup de formations. Troisième coureur à suivre, bah là aussi, hein, trop de talent, tue le talent presque, mais lui, c'est quand même un sacré talent, c'est Thibau Nys. Thibau Nys, pourquoi je vais le suivre en 2025, pardon, parce que je ne sais pas quelles sont ses limites aujourd'hui à Thibau Nys. Je ne sais pas quelles sont ses limites aujourd'hui dans ses capacités à aller remporter des grandes courses par étapes. Je me dis, vu ce qu'il a montré aujourd'hui par rapport à son programme, bah, je me dis qu'un Tour du Catalogne, c'est dans ses cordes. Pourquoi pas, s'il passe la montagne. Voilà, the sky is the limit du côté de Thibau Nys, mais quelles sont ses limites? Quelles sont ses limites au coureur belge? Il est quand même impressionnant. Quand il est au top de sa forme, il est très très impressionnant. Et je me dis aussi que sur l'Amstel, j'aimerais tellement voir un duel face à Van Der Poel. Ah là, j'aimerais voir le duel entre les deux. Hein. Avec pourquoi pas Pidcock, je me dis là, oh, avec lui sur l'Amstel, waouh! Ouais, Van Der Poel, ça va pas être si facile que ça. Alors, il n'est pas prévu qu'il soit sur des classiques flandriennes pour le moment, mais je me dis qu'avec ses talents du côté du cyclocross, ça peut être pas mal. Après, c'est pas le plus gros gabarit du monde, hein, 1,76-64 kg, donc c'est vrai qu'il faut de la puissance hein, également sur les pavés, donc peut-être qu'il se dit qu'il n'a pas suffisamment ça dans ses cordes. Mais aujourd'hui, il peut vraiment rivaliser, je pense, sur des sprints avec Girmay. Déjà, sur des sprints en boss, et il peut vraiment rivaliser avec Binyam Girmay notamment. Et pourquoi pas, moi je pense qu'il a le profil pour Québec, il a le profil également pour Montréal, et puis il a le profil pour l'Amstel au niveau des grandes courses. Milan-San Remo également, ça peut lui convenir, parce que le Poggio, il peut être très dangereux aussi, Thibau Nys. Donc ouais, j'attends de le voir sur des plus grosses courses cette année. Parce que bon, on l'a vu déjà sur des épreuves de deuxième division, il a été solide. On a vu que sur quelques épreuves World Tour, il était costaud. Mais là, je l'attends vraiment sur les grandes courses du calendrier. Voir ce que ça peut donner. Je me dis que c'est un coureur qui va être dangereux. Voilà. Et je me dis qu'il a vraiment les qualités pour être très très dangereux. Thibau Nys. Tao Geoghegan. Que dire de Tao? Première année compliquée chez Lidl Trek. On a peut-être sous-estimé sa blessure en 2023 chez Ineos. Sur son Giro 2023, c'est vrai qu'il n'a pas couru en fait, pendant 6 mois en 2023. Tu sens que la remise en route a été très dure. Voilà. Les premières courses sont pas excellentes. Je pense notamment Tirreno ou le Tour du Pays Basque où il est quand même en grande difficulté. Et sur l'année, bon, il y a quelques résultats, 7e, 12e du Tour de l'Algarve, 9e du Tour de Romandie, abandon sur le Dauphiné et puis Tour d'Espagne. Mais ouais, ça a été une année difficile. Manque de rythme, vraiment gros manque de rythme. Je pense que c'est sa pire année depuis qu'il est en World Tour. Vraiment, où il a été très 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 discret et peu performant. Donc bah, j'attends un retour.
au plus haut niveau du côté de Tao Geoghegan Hart, parce que si ça lui arrivait une deuxième année, bah, on aurait les mêmes inquiétudes qu'avec Egan Bernal. Est-ce qu'il serait en capacité de revenir au top? Je pensais pas que cette chute au Tour d'Italie était aussi importante. Voilà, j'ai peut-être sous-estimé cette chute qui a eu des conséquences au final sur le coureur. Voilà, et on le voit qu'en termes de résultats, cette année, il en a manqué un petit peu. On poursuit avec une jeune pépite, très jeune pépite. C'est un peu comme Paul Sexas. C'est Albert Philipsen, Albert Witten Philipsen, le Danois, qui arrive chez les pros à 18 ans seulement, mais on est dans les catégories juniors, sur une pépite quand même, qui a un peu dominé quand même les catégories juniors, que ça soit sur la route ou également en VTT où il a été très très impressionnant. Et je me dis, vu comment ils se sont bien débrouillés avec Thibaut Nice, c'est peut-être le meilleur, enfin c'est peut-être la bonne équipe pour lui, parce que c'est vrai qu'ils se sont très bien débrouillés avec lui, ils se sont bien débrouillés aussi avec Skelmose. Donc je me dis pourquoi pas également avec Albert Philipsen, mais ça m'intrigue vraiment de voir ce qu'il va être en capacité de faire sur les courses World Tour. C'est vrai que c'est le grand saut, donc c'est un peu comme Paul Sexas, ça va pas être facile, mais bon, on sait que c'est deux coureurs qui sont hyper talentueux. En 2023, il est quand même champion du monde de junior. Au championnat d'Europe, il remporte quand même le contre-la-montre aussi. Enfin voilà, il avait été impressionnant. Vainqueur de la course de la paix cette année, 4e l'an dernier. Donc on sait que c'est un coureur qui est très dangereux. Sur le VTT aussi. On va voir ce que ça va donner. Là, cette année, il a même fait il a fait 5e en cyclocross. Par exemple, l'an dernier, oui, c'était l'an dernier où il a fait 5e au championnat du monde de cyclocross. Voilà, très impressionnant aussi dans cette catégorie junior. Donc ouais, c'est un coureur qui est hyper polyvalent et on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, il a un talent fou. Et on sait que c'est un coureur qui va être extrêmement dangereux dans les années à venir, enfin je pense. Il va commencer sur le Down Under. Intéressant de voir ce que ça va donner sur le Down Under. Après, c'est un peu comme Paul Sexas. Je dis c'est un coureur qui va être très dangereux, mais il ne faut pas trop s'emballer non plus. Ça sera sa première année en World Tour. Il va certainement faire des erreurs. Il a que 18 ans, il va faire des erreurs. Mais il a un contrat sur le long terme, un contrat de 4 ans. Donc cette première année, il est là pour apprendre, pour découvrir. Mais il peut peut-être déjà faire des bons résultats. On voit Isaac Del Toro, alors qui est un petit peu plus âgé, mais qui a été efficace. Voilà, on s'aperçoit quand même qu'on arrive de plus en plus préparé pour le World Tour en étant jeune. Même si, encore une fois, tout le monde n'est pas Remco Evenepoel, on arrive de mieux en mieux préparé. C'est plus les jeunes comme David Gaudu qui savaient pas s'alimenter, qui étaient pas allés sur un vélo. Là, il y a une vraie progression. On verra. Après, il faudra qu'il découvre également la longueur des étapes. On sait que c'est un coureur qui est capable de tenir sur 2 heures, 2 heures et demie. Au-delà, là, c'est un petit peu l'inconnu. Sur des épreuves longues, voilà, encore une fois, il est habitué aujourd'hui à faire des épreuves de 120 km, 130 km. Bon, là, il va attaquer des épreuves où parfois il va être 4 heures sur le vélo. Donc là, il faudra déjà voir comment ça va se passer pour lui. Et puis, il va être encore dans une grande phase de progression physique. À 18 ans, voilà, il va encore vraiment progresser physiquement. Donc, il faudra pas trop s'inquiéter s'il fait une saison moyenne en 2025. Mais je vais quand même le suivre parce que ça, c'est un coureur qui va être intéressant. Et puis, Mathias Skelmose, parce que moi j'ai bien aimé sa Vuelta, déjà à Skelmose, parce que j'ai bien aimé sa saison en fait à Skelmose. En gros, je trouve qu'à part sur les Ardennaises où il s'est planté, sur les autres courses il a été présent pendant toute l'année. Et moi j'avais des doutes, comme je vous le disais du côté de Skelmose, est-ce que c'était un coureur qui était capable d'être performant sur un grand tour? Il l'a montré sur la Vuelta. Bien, j'espère maintenant qu'il va le montrer sur un autre grand tour et qu'il va le confirmer sur un autre grand tour surtout. Skelmose, on sait que c'est un coureur qui fait partie des cracks du peloton quand même aujourd'hui, et c'est un coureur qui peut enchaîner les gros résultats, et on l'a vu sur la saison dernière où il a été très efficace. Dommage pour lui, c'est qu'il termine sur 2 abandons
sa saison, à la fois sur le Tour du Luxembourg et sur les championnats du monde. Il a eu du mal à repartir après la Vuelta, mais ça reste un coureur qui a été très très bon sur l'année, notamment sur les courses par étapes. Donc j'ai hâte de savoir quel sera son programme l'an prochain. Je termine avec le maillot Lidl Trek. Des modifications quand même sur ce maillot. Toujours pas mal de couleurs foncées, de bleu, mais c'est vrai que je trouve que c'est plus harmonieux. Enfin, ils ont progressé, voilà. Je trouvais pas le maillot dégueulasse l'an dernier, et je trouve qu'ils ont réussi, voilà, à progresser dans l'intégration des couleurs du sponsor par rapport au maillot. Donc voilà, je trouve que c'est pas simple de faire cohabiter du jaune, du rouge et du bleu. Eh bien, je trouve que contrairement à Intermarché, eux, ils ont réussi à faire tout ça. Alors, c'est vrai qu'il y a moins de sponsors aussi qu'Intermarché, mais bon, Intermarché, c'est pas le nombre de sponsors qui me choque, c'est vraiment la couleur du maillot et le logo en gros d'Intermarché qui est pas très joli et pas très réussi également. Il faut bien le dire, mais voilà, pas Red Bull, pardon, Lidl Trek, eh bien, je trouve le maillot très intéressant. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!